Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Donc aujourd'hui je vous propose le 7e épisode. Ça fait 2 mois que je ne suis pas venue vous proposer de podcast malgré mon envie de pouvoir venir plus régulièrement vous voir. Il s'est passé plein de choses en 2 mois, j'ai eu beaucoup de travail, je suis aussi tombée malade et j'ai accordé aussi beaucoup de temps à ma famille. Donc ça a pu ralentir certains de mes projets et j'ai buté aussi sur un petit projet couture, enfin plutôt un gros projet couture. Donc je vais vous raconter un petit peu tout ça dans ce podcast. Si jamais vous aviez manqué l'information, moi je m'appelle Nathalie et je suis dans cette dynamique de coudre mes vêtements moi-même depuis un peu plus de 3 ans, 2-3 ans. Je constate que j'ai du mal à avancer à certaines périodes de l'année et notamment en hiver et en automne. Je crée beaucoup plus, j'ai l'impression, pour le printemps et pour l'été. Donc j'ai pas mal de choses à rattraper cette année pour l'hiver. Et en même temps c'est toujours une période un petit peu speed à la maison et au travail. Donc je pense que ça s'explique aussi pour ça. Voilà. Par contre, j'ai pu noter depuis ces dernières années que mes efforts pour améliorer ma garde-robe et pour faire évoluer mon style et retrouver une certaine créativité dans mes looks en fait, dans ma garde-robe, s'allient aussi avec une recherche de féminité, etc. Donc il y a plein de choses assez intéressantes dont j'aimerais vous parler. D'ailleurs, beaucoup de personnes se sont montrées intéressées pour que je parle un petit peu plus de mon expérience de ma garde-robe minimaliste et ce que j'en pense aujourd'hui. D'autres personnes aussi se sont montrées curieux à propos du vêtement énergétique parce qu'il est vrai que pour moi le vêtement c'est aussi une forme d'énergie et quand on est aligné avec son vêtement, et bien forcément on booste un petit peu son énergie et ça augmente beaucoup de choses dans sa vie personnelle, professionnelle, relationnelle, etc. Donc je pense notamment bien évidemment à la confiance en soi, à l'estime que l'on a pour nous, un sentiment de dignité, un sentiment aussi d'harmonie. Et donc ça c'est des choses qui sont fortes à ressentir. Donc voilà, c'est un petit peu toute ma réflexion sur le vêtement. Et je pense que je vous ferai des vidéos pour vous parler un petit peu plus de manière plus approfondie de ces thématiques-là. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. En tout cas pour cet épisode, eh bien, on va se concentrer sur tout ce que j'ai réalisé en tricot et en couture et on va commencer avec la partie tricot. Alors concernant la partie tricot, j'ai vraiment pas mal de choses à vous raconter, notamment à propos du fameux gilet de chez Drops Design que je tente de tricoter depuis plusieurs mois. Il me semble que j'ai commencé à le tricoter au printemps et j'ai rencontré pas mal de petites embûches pour ce tricot. Premièrement, c'était un tricot tricoté sur des aiguilles circulaires, donc de bas en haut, mais comment dire, on tricote tout jusqu'à une certaine hauteur sur les aiguilles circulaires et ensuite on sépare certains endroits, donc le dos et les deux devant, pour pouvoir continuer ensuite la suite du tricot. Donc j'ai dû m'habituer un petit peu à ce tricotage sur des aiguilles circulaires dont je n'ai pas l'habitude puisque moi j'ai appris à tricoter sur des aiguilles droites et à faire des tricots à plat. Donc déjà c'était une première, ça m'a un petit peu perturbée, mais finalement j'ai vu pas mal d'effets, de conséquences positives en fait du tricot comme ça en une fois sur des mailles circulaires. Donc j'ai bien aimé finalement, même si ça m'a un petit peu perturbée au niveau des comptes des mailles ou des réductions, etc. J'ai fait quelques petites erreurs et ça m'a pris du temps parfois de me replonger à chaque fois dans le tricot. Donc je pense que, comme je vous le disais dans mes podcasts précédents, si je suis sur une période où j'ai beaucoup de choses à faire au niveau de mon travail ou que c'est une période assez intense en termes de choses à faire dans la vie du quotidien, je vais avoir tendance à me perdre un petit peu dans mon tricot et ça peut me prendre du temps pour me relancer dans le tricot. En tout cas là je me suis bien remis de temps. Cet été je vous avais dit que j'avais bien avancé sur mon tricot, notamment que j'avais fait une manche. Ce que je ne vous avais pas dit à ce moment-là, c'est que j'avais tricoté déjà une première manche, mais la manière dont j'avais fait les réductions, parce que ce ne sont pas précisées en fait, ces petites choses là ne sont pas précisées dans le patron, comment est-ce qu'on fait les réductions, etc. Donc on doit opter nous-mêmes pour un type de réduction, et ça ne me plaisait pas, donc j'avais tout redétricoté la manche, et pour la retricoter. À la rentrée de septembre, j'ai repris donc mon tricot, et cette fois-ci je me suis attaquée donc au corps du gilet. Je vais bientôt vous le montrer, ne vous inquiétez pas.
Mais je me suis rendu compte une fois terminée que cette manche était trop courte par rapport eh bien, au gilet. Je vous avais dit que c'était une de mes inquiétudes d'ailleurs dans le dernier podcast. Donc j'ai voulu redétricoter le haut de la manche pour pouvoir le reprendre, sauf que impossible de retrouver mes repères où j'avais commencé le rang, etc. J'arrivais plus à retrouver mes repères, j'étais complètement perdue. Donc j'ai détricoté une deuxième fois entièrement la manche pour pouvoir la retricoter. Donc voilà, c'est vraiment le premier tricot je crois qui me pose autant de problèmes, alors que pourtant c'est un tricot qui est simple et je pense que si vous qui êtes un petit peu plus expérimenté souhaitiez le faire, je pense que vous n'auriez aucun problème à le faire. Honnêtement, quand je relis les instructions maintenant, je me dis mais pourquoi j'ai bloqué autant sur telle ou telle augmentation? C'était tout simple en fait. Donc pour moi c'est un modèle facile, simplement comme il y avait différentes manières de procéder pour le réaliser, ça m'a perturbée et comme je vous l'ai dit, du coup j'ai eu du mal à m'y remettre à chaque fois. Mais j'ai tenu bon. Et donc aujourd'hui je suis en mesure de vous montrer quand même un premier résultat, même s'il n'est pas encore terminé. Je suis quand même ravie de ce que c'est en train de devenir. Donc je vous remets la référence de ce gilet au cas où je ne l'aurais pas déjà mis. Je vous montre du coup la version sur laquelle je travaille actuellement. Donc voici le résultat de cette première version. Donc je suis hyper contente d'avoir choisi ce modèle parce que j'ai appris à faire de nouvelles choses, hein, notamment la manière de tricoter, mais aussi parce que du coup j'ai appris à faire un col. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup dans les projets de tricot, que ce soit pour un pull ou pour un gilet, c'est lorsqu'il y a un col. Et d'ailleurs je pense que ça va beaucoup donner le ton pour la suite de mes projets, que ce soit en couture ou en tricot. C'est que j'ai vraiment beaucoup d'envie pour me réaliser des projets couture et des projets tricot avec des cols en fait. J'ai vraiment besoin de ça en ce moment et d'avoir quelque chose de plus décoratif ici au niveau du cou. Donc voilà, je vais vous donner plus d'informations sur ce gilet qui est très intéressant. J'aime beaucoup en fait les petits détails, notamment par rapport à quand on relève les mailles pour faire la patte de boutonnage. Il y a un petit décroché en bas que je trouve assez intéressant. C'est vraiment les petits détails comme ça que j'apprécie dans la création d'un vêtement ou la création ou dans le tricot d'un gilet. C'est lorsqu'il y a des petits détails qui sont infimes mais qui donnent une personnalité au tricot, au vêtement et qui le rend moins basique peut-être avec une subtilité. Donc voici où j'en suis, hein. Donc j'ai bien mon devant gauche et droit relié par une petite patte de boutonnage, j'ai du mal à dire ce mot. Donc ça fait comme ça de ce côté et ça fait pareil de l'autre côté. Et puis on a ce fameux col qui vient comme ça un petit peu juste avant la patte de boutonnage justement. Donc c'est aussi, il y a un petit décroché que j'aime beaucoup. Alors c'est la première fois que je monte un col, donc je ne sais pas si la manière dont je m'y suis prise était bien, puisque moi j'ai simplement suivi les indications sur le patron et les indications ne sont pas hyper détaillées, hein. Donc ce que je remarque, c'est que du coup on a une sorte de couture qui se crée ici du fait qu'on relève les mailles, et ensuite c'est le fait que le col se repositionne à l'extérieur qui vient dissimuler la couture. Je suppose que c'est comme ça que ça fonctionne pour la plupart du temps pour la création de cols, mais comme je vous le dis, j'ai jusqu'à présent aucune expérience dans ce type de tricot. Donc si jamais vous constatez que je me suis trompée, que j'ai fait une erreur, n'hésitez pas à me le signaler pour que je puisse eh bien, ne pas refaire cette erreur pour les prochaines fois. En tout cas, c'est une méthode que je trouve a priori logique et qui justement du coup permet d'avoir une belle finition ensuite une fois que le col est retourné. Ici, on n'a pas du tout de couture visible, donc ça me paraît plutôt logique. Ce que je peux vous dire par rapport à cette histoire de col, c'est que j'ai dû faire à certains endroits donc des augmentations, notamment de chaque côté du col ici au niveau des épaules et aussi à l'arrière sur le milieu. Donc vous voyez qu'on voit assez nettement l'augmentation que j'ai volontairement tricoté sous forme de V, puisque là encore je n'avais pas d'indication pour la façon de faire ces augmentations. Et sur les côtés, eh bien, on a aussi donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, je remettrai peut-être une petite capture, mais on a aussi donc des augmentations en V au niveau des épaules. Alors ça par contre je trouve que ce sont des détails un petit peu plus disgracieux. Je ne sais pas si c'est normal d'avoir ce type d'augmentation bien visible sur le col ou s'il existe des techniques plus invisibles ou une autre méthode de tricotage pour rendre ces augmentations plus discrètes et plus jolies.
Je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas flagrant puisque ce sont sur des zones un petit peu stratégiques où on ne les voit pas bien, mais je suis quand même très curieuse de savoir comment est-ce qu'on procède pour les augmentations sur un col, hein, pour que ce soit un peu plus joli à voir. Donc voilà, c'était un peu la question que je me posais par rapport à ce col. Et sinon, vous voyez que je suis bientôt la phase finale. J'ai vraiment tout le dos qui est tricoté, toujours avec ce petit point décoratif. Et puis il me reste donc que les manches pour le terminer. J'ai d'ailleurs déjà choisi les boutons. Et j'ai déjà du coup cette fois-ci ouvert les... Je ne sais plus comment on dit ça. J'ai déjà ouvert en fait sur la patte de boutonnage, hein, pour faire passer les boutons en fonction de la taille du bouton que j'avais. Donc ça c'est une petite amélioration sur ma manière de tricoter aussi, hein, c'est ça. J'avais pas réussi à faire ça sur les modèles de tricot que j'avais fait auparavant, sur lesquels il fallait mettre des boutons. Donc là cette fois-ci j'ai bien prévu le truc et j'ai prévu les ouvertures pour faire passer les boutons. Donc c'est déjà super. Alors je vous fais un petit point sur la laine que j'ai utilisée pour tricoter ce gilet. Donc c'est une laine qui provient de chez Calidou, c'est une laine Drops. C'est la qualité de laine Belle. Et donc cette laine elle est composée de coton à 53%, de viscose à 33% et de lin à 14%. Donc vous voyez c'est une laine qui est plutôt de fibre végétale. Et c'est une laine qui est plutôt légère et plus appropriée on va dire pour les beaux jours, puisque c'est un gilet que je comptais tricoter pour le printemps-été. Et donc finalement je finis toujours mes gilets printemps-été en fait au moment de Noël, hein. C'est un peu toujours à la même période que je termine. D'ailleurs ce gilet-ci qui était un gilet de chez Bergère de France, enfin le modèle était un modèle de chez Bergère de France et fait dans cette laine Belle. Alors c'est pas totalement le même coloris. Et c'est aussi un gilet que j'ai terminé. Je me souviens avoir cousu les boutons le soir même du réveillon de Noël pour pouvoir le porter le soir même. Donc vous voyez, ça va devenir une petite tradition chez moi. En tout cas, un problème s'était posé avec cette laine, c'était qu'il ne me restait plus qu'une laine pour tricoter donc mes manches. Et chaque manche prend 3 pelotes. Donc techniquement j'en avais pas assez et je redoutais le fait de devoir recommander des pelotes et d'avoir un bain différent. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais on voit vraiment aucune différence. Je pense qu'en vrai il y en a une légère, mais c'est vraiment très peu perceptible. Vous aviez bien raison de me pousser à continuer ce projet et de ne pas l'annuler. Merci beaucoup pour vos encouragements sur ce projet, parce que vous voyez que j'ai eu de nombreux rebondissements et honnêtement j'aurais pu je pense l'abandonner, même si je n'aime pas ça et que j'aime bien aller au bout des projets et que j'aime bien trouver des solutions pour y remédier. Vous avez eu raison de me conseiller de commander d'autres pelotes, puisqu'effectivement sur des teintures industrielles il y a de fortes chances pour qu'il y ait moins de variations. Néanmoins il peut y en avoir, donc j'avais quand même un peu peur et là j'ai l'impression qu'on est plutôt bien parti. Donc je vais reprendre dès que possible le tricot de ce gilet pour du coup réaliser les manches. Et j'espère que dans le prochain podcast, eh bien, je pourrai vous proposer ce projet terminé et que je pourrai donc le porter et vous le montrer un petit peu plus d'une manière ajustée, associée avec d'autres vêtements, etc. Ce sera très sympa d'ailleurs. Voilà pour ce projet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Je pense que ce projet en tout m'aura pris bien 13 pelotes de laine, puisque là j'en ai d'autres ici sur le côté et j'en ai encore 2 dans mon sac à projet. Donc je pense que ce gilet aura pris 13 ou 14 pelotes, je vous redirai ça quand j'aurai bien fini. Pour le tricoter, c'est un gilet qui se tricote avec des aiguilles assez fines en 3,5. Et donc je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il m'a manqué des pelotes, contrairement à celui-ci que j'avais tricoté en 4. Et donc il m'avait fallu uniquement 11 pelotes je crois, ou 12. Pareil pour celui-ci, il m'avait presque manqué une pelote et j'ai réussi en diminuant la patte de boutonnage à rattraper du coup le manque. Voilà pour ce petit projet, franchement j'ai très hâte de pouvoir le porter. Ce petit col me fait très envie, j'ai hâte de mettre les boutons. Et d'ailleurs, vous savez, quand j'en arrive à ce moment où on doit faire la patte de boutonnage, le col, mettre les boutons, rentrer les fils,
Coudre les manches, moi c'est vraiment une étape que j'adore parce que j'ai l'impression que tous mes efforts à ce moment-là prennent forme et ça me remplit de joie vraiment d'en arriver à cette étape et j'adore faire ça. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas du tout cette étape-là et moi je crois que c'est ce que je préfère parce que c'est tellement de temps et d'efforts avant que je trouve que ça met vraiment en valeur le projet final. Voilà, je ne peux pas m'empêcher de vous le remontrer une dernière fois. Donc pour l'instant ça fait un petit peu grunge avec tous ces fils. Mais voilà, j'ai vraiment aimé ce projet. Je vous en reparlerai un petit peu plus en détail concernant les finitions et les options que j'aimerais faire à l'avenir pour ce projet quand je vous le présenterai une fois bien terminé. Ce gilet, ce sera donc mon troisième gilet puisque j'ai tricoté un premier gilet la première année, un deuxième gilet la deuxième année et là du coup ce sera donc le troisième gilet que je tricote. Je pense qu'après j'aurai envie de me lancer sur des pulls parce que j'aime beaucoup porter des gilets un peu sous forme de veste. Donc souvent je les ferme pas, mais avec le froid qui arrive c'est vrai qu'on a un peu plus envie d'avoir le ventre au chaud. Donc je pense que je vais bientôt me lancer dans le tricot d'un pull. Mais voici ce que je pense aussi, c'est que le fait d'avoir exploré le gilet, d'avoir commencé à apprendre différentes techniques, ça me donne envie de réaliser mon propre patron de gilet pour réaliser le gilet un petit peu de mes rêves. Donc j'hésite à me lancer sur le tricot d'un pull ou à la confection d'un gilet qui serait sorti de mon idée avec les petites techniques que j'ai pu apprendre et les finitions que j'ai découvertes sur les derniers projets. Donc voilà, des bonnes pistes pour l'année prochaine. Si j'arrive à tricoter plus vite, peut-être que j'arriverai à faire les deux, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aime toujours autant tricoter. Quand je tricote, c'est vraiment un moment pour moi de réconfort, de bien-être. C'est vraiment la petite pause du soir, du midi, qui me réconforte énormément et qui me permet je sais pas, de me détendre réellement. Donc j'adore ça. Et d'ailleurs je me suis beaucoup lancée sur des gros projets comme ça de vêtements un peu massifs parce que rien que de tricoter des manches de gilet ça prend énormément de temps, je pense que vous le savez. Et du coup là je me suis lancée sur plein de petits projets comme je vous le disais pour des anniversaires. Donc je vais vous parler de tout ça un petit peu plus en détail. Et j'ai adoré justement me dire que en quelques heures, en un jour ou deux, il était possible de réaliser un projet et de le terminer. Ça m'a fait du bien aussi parce que sur les projets un peu longs comme ça, on se demande un petit peu au bout d'un moment quand est-ce qu'on va le terminer. Donc le fait d'alterner avec des petits projets qui se terminent rapidement, c'est assez stimulant je trouve. Et donc je ne dirais pas que j'irai vers le multi en cours parce que vous savez que si j'ai trop de trucs en cours, moi ça me fait un peu perdre mes repères et que après je bloque totalement. Donc je garde quand même mon optique de me concentrer sur un projet à la fois. Mais si je peux alterner avec des petits projets rapides que je peux terminer en un jour ou deux, on va dire que ça perturbe pas trop parce que ça fait pas perdre trop de temps sur le tricotage d'un projet un petit peu plus conséquent. Donc on n'a pas le temps d'oublier où est-ce qu'on en est, nos repères, etc. Et en même temps, on a quand même le plaisir d'avoir un projet terminé. J'adore l'étape du blocage, en fait, du lavage du tricot. Où là la laine elle prend vraiment sa place, les fibres se positionnent bien et puis le projet sent bon et puis voilà, j'aime beaucoup ces étapes là en fait de finalisation de projet. J'adore. Alors pour les projets dont je vais parler maintenant sont des projets qui ne sont donc pas pour moi. J'avais dit que je mettrais un point d'honneur à me recentrer sur des choses pour moi, mais je ne peux pas m'empêcher d'offrir des choses faites main aux personnes qui m'entourent, d'autant plus que je sais qu'elles aiment ces attentions-là, que ça compte et que ça représente beaucoup plus pour elles que des cadeaux achetés un petit peu à la va-vite dans le commerce. Donc c'est quand même un plaisir pour moi de leur offrir ça, même si du coup je prends sur mon temps libre et que du coup j'avance peut-être un petit peu moins vite sur mes propres projets. Je trouve qu'en ce moment de l'année c'est la période où justement on peut se permettre d'accorder du temps aux autres et de se montrer peut-être un petit peu plus généreux. D'autant plus que voilà, là ce sont des anniversaires de novembre-décembre, donc il y a Noël qui approche, donc il y a tout un esprit qui accompagne aussi finalement ces créations et ça me fait plaisir, donc c'est le principal. J'envoie une petite alerte à partir de ce moment-là aux personnes qui me connaissent, aux personnes de mon entourage qui peuvent être susceptibles d'avoir un anniversaire dans les environs. Je ne voudrais pas que vous découvriez votre futur cadeau, donc ne regardez pas cette partie-là de la vidéo et attendez plutôt qu'on se retrouve pour souffler vos bougies pour découvrir tout ça.
Est-ce que vous vous souvenez que je m'étais tricoté le béret Salut chérie de Sarah Nordland. C'est un béret que j'avais découvert grâce au podcast tricot de Tricolibri et j'avais donc retrouvé le patron du modèle de ce béret, donc Salut chérie, sur Ravelry. Et bien du coup j'en ai tricoté 2 autres à offrir. Je trouve que le béret c'est un objet charmant qui est hyper beau à offrir à une jeune femme, à une femme. C'est un chapeau qui se porte de plein de manières différentes, donc on peut vraiment exprimer sa personnalité, son style. On peut le porter d'une manière audacieuse ou d'une manière plus discrète. J'aime vraiment beaucoup ce bonnet, ce chapeau. Je trouve que c'est une manière aussi de porter le chapeau très élégante, très féminine et à la fois aussi très créative. Donc j'ai trouvé que c'était des petits projets très sympas à tricoter pour offrir. Donc il y aura cette première version en beige donc pour ma belle-sœur. Je lui avais offert à Noël dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les vlogmas, je lui avais offert pour Noël des pelotes de laine pour se tricoter elle-même une écharpe. Je pense qu'elle n'a pas eu le temps de la tricoter, donc je regrettais un petit peu de lui avoir offert les pelotes parce qu'au final elle n'a pas eu le temps avec des enfants en bas âge de tricoter. Donc cette année je me suis dit je vais lui faire moi-même un petit projet, donc voilà, au moins elle n'aura plus qu'à en profiter. Donc je vais vous donner un petit peu plus de détails sur le coloris et le type de laine que j'ai choisi. Donc on a vraiment là le béret avec la petite spirale où il y a donc des réductions à faire. Et d'ailleurs je vais vous en parler un petit peu plus parce que je trouve que c'est assez intéressant comment elle augmente et comment elle diminue les points, c'est très joli. Et puis donc il y a une autre version qui est la même, dans la même qualité de laine, mais cette fois-ci dans un autre coloris. Donc celui-ci sera pour ma mère, donc je l'ai choisi gris parce qu'elle a plutôt une colorimétrie froide et ma belle-sœur plutôt chaude. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ces 2 coloris qui restent quand même des bons neutres, des bons basiques à avoir je trouve dans sa garde-robe. Ça c'est vraiment des intemporels je trouve, ça peut traverser vraiment les années très facilement. Et donc voilà, je me dis que quitte à prendre du temps pour tricoter des objets pour les gens, et qu'en plus on sait jamais vraiment ce qu'ils vont aimer, ce qu'ils vont pas aimer, autant partir sur des trucs un peu neutres, un peu basiques qui peuvent rester voilà, des dizaines d'années dans la garde-robe sans se démoder. Et je trouve que le béret, voilà, ça incarne vraiment bien tout ça et que ces 2 couleurs aussi. Donc voilà, c'est parfait. Pour tricoter ces 2 projets, j'ai utilisé la laine Soft Tweed de chez Drops. Toujours pareil, je me suis fournie chez Kalidou. C'est une laine que j'ai découverte cette année, c'est la première fois que je la tricote, mais j'avais acheté des pelotes de cette qualité là l'année dernière à ma mère pour qu'elle se tricote un pull également pour Noël. D'ailleurs elle l'a tricoté et il est magnifique. Ça m'avait donné envie du coup de la tricoter moi-même parce qu'il y a un peu de fibre animale dedans et en même temps il y a aussi de la fibre végétale, ce qui la rend assez douce et en plus c'est de l'alpaga, donc a priori j'avais entendu que du bien sur cette fibre là, comme quoi elle ne piquait pas puisque moi je suis très sensible, donc je ne voulais pas tricoter de la laine qui pique et offrir des cadeaux avec de la laine qui pique. Alors j'ai beaucoup aimé cette qualité là et je vais vous en dire un petit peu plus à ce propos. Pour le béret beige, on a cette pelote qui donne ce résultat là. Il y a quand même une petite différence entre la laine tricotée et la laine une fois qu'on l'a lavée, etc. D'ailleurs le projet avec cette laine va être beaucoup plus réduit et après il se détend un peu. J'ai quand même l'impression que c'est très serré quand même. Alors moi je tricote assez serré, mais attention dans vos projets, faites bien des échantillons parce que vous pourriez avoir des surprises. J'ai constaté également la même chose avec ce coloris là. Donc ici on a le coloris 08 et ici on a le coloris 02. Et ça, vous voyez, ça c'est vraiment le beige idéal pour moi. C'est un beige qui n'est pas jaune, qui est plutôt crème. En plus il est un peu chiné. C'est vraiment un coup de cœur pour moi cette laine. Et d'ailleurs à la base, ce gilet là, il était censé être tricoté dans une sorte de tweed. Et quand je vois ce bonnet et la texture de ce bonnet et la couleur de ce beige, je me dis que c'est vraiment dans cette laine là que j'aurais dû tricoter ce projet là. Donc je ne suis pas à l'abri de tricoter un nouveau gilet de ce patron là, mais dans cette version. Je vous en reparlerai bien évidemment.
Donc la soft tweed, elle est composée de 50% de laine, de 25% d'alpaga et de 25% de viscose. Donc on retrouve toujours la viscose, je pense que c'est pour moi quelque chose c'est une matière que j'aime beaucoup porter. Et même dans la laine, que ce soit pour le tissu ou pour la laine, voilà, c'est une matière que j'aime beaucoup porter. Et je pense que c'est pas pour rien que j'aime beaucoup cette laine. Et en même temps je suis contente qu'il y ait de l'alpaga dedans parce que c'est la première fois que je tricote du coup avec de la laine animale. Et ça change vraiment le ressenti. On a vraiment tout de suite l'impression que c'est un pull pour l'hiver, un pull pour les temps un peu frais. Et d'ailleurs quand j'ai fait le lavage de mes projets, donc de mes bonnets, et bien évidemment ça séchait d'abord dessus et à l'intérieur il y avait toujours une espèce de petite humidité à l'intérieur du chapeau, donc j'ai dû le retourner évidemment pour que ça puisse bien sécher. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment, on parle souvent que la laine est thermorégulatrice et qu'au niveau de la transpiration et tout, il y a un vrai impact. Et je pense vraiment qu'un bonnet comme ça, de cette qualité-là, peut largement vous abriter quelques instants de la pluie, par exemple, s'il pleut et qu'il pleut sur votre laine. Vous n'aurez pas les cheveux mouillés, je pense. Donc je trouve que c'est assez intéressant comme matière pour justement créer des bonnets. Je trouve que c'est parfait en fait, parce que ça n'absorbe pas aussi rapidement la laine que par exemple mon béret que j'avais tricoté comme ça, mais en soie, qui lui en 2 secondes il absorbe l'eau et c'est foutu quoi. Ensuite j'ai un autre projet, toujours tricoté dans la même qualité de laine, c'est cette fois-ci un bonnet de pêcheur. Donc c'est un bonnet qui se porte assez haut sur la tête, qui recouvre pas du tout les oreilles, c'est vraiment le style bonnet de pêcheur. Celui-ci c'est pour l'anniversaire de mon père et je me suis dit que j'allais lui tricoter dans le même coloris que pour le béret de ma mère, comme ça ils sont assortis. Et en plus, vous le verrez pas très bien ici, mais il y a la même manière de faire les réductions de mailles et donc ça crée la même petite spirale, la même petite étoile sur le dessus. Donc je trouvais ça sympa de faire un petit duo comme ça avec ces deux bonnets là. Donc voilà, ça vous donne peut-être une petite piste d'association de patrons si vous aussi vous souhaitez offrir un duo de bonnets pour Noël ou pour un anniversaire ou autre célébration. C'est pas du tout la même créatrice qui a fait ce bonnet. Donc voilà, donc je vais vous donner plus de détails à ce propos. J'ai aussi des petites rectifications peut-être à faire sur les prochains modèles que j'aimerais faire, mais je vais vous raconter tout ça. Pour ce bonnet, donc comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé la même laine, donc la Soft Tweed de chez Drops en coloris 08. Et le modèle de patron est disponible sur Ravelry, c'est un modèle gratuit. Et c'est un modèle réalisé par la créatrice Kelly Brisque. Et le modèle s'appelle Short Fisherman Talk. Donc on a vraiment le nom pile poil comme il faut. Et le modèle est porté vraiment très haut, vous verrez c'est vraiment très typique des bonnets de pêcheurs. Voilà pour ce modèle là. Mon compagnon l'a essayé parce qu'il était intéressé par ce modèle de bonnet également, mais sur lui il manque bien 2 cm en fait de profondeur pour que ça puisse vraiment bien se mettre sur sa tête. Alors du coup j'espère que ce sera pas le cas pour mon père, d'autant plus que mon père a des cheveux, donc ça risque aussi de prendre un peu de place dans le bonnet. C'est vrai que moi je rajouterais quand même 2 cm de plus sur le bonnet. Donc en fait si vous voulez ici, elle demande de tricoter 5 cm. Moi vraiment j'irai au moins jusqu'à 7. Et ensuite on doit répéter aussi les 5 cm au-dessus pour pouvoir faire le revers. Donc c'est important de rajouter à la fois 2 cm ici et à la fois aussi sur le jersey de base avant de faire les réductions. Donc voilà, c'est un petit peu les modifications que je ferais, c'est de l'augmenter un petit peu. Parce qu'il n'est pas tout à fait rond comme vous pouvez le voir. Enfin voilà, je pense que ça doit dépendre aussi des têtes et tout, mais bon, c'est l'inconvénient avec les bonnets, c'est qu'on ne peut pas les essayer pour les personnes qui vont les porter quand on veut faire des petits cadeaux comme ça, donc c'est quand même un petit peu embêtant à chaque fois, j'ai peur que ce soit trop petit. Mais écoutez, j'ai confiance et je suis contente de l'avoir terminé et de lui proposer, donc c'est le principal. Une autre petite indication sur cette laine, si jamais vous souhaitez la tricoter, elle déteint. Alors la beige, j'ai pas constaté qu'il y avait de la teinture dans l'eau, mais en tout cas ce coloris-ci déteint. Donc si jamais vous souhaitez faire des lavages en machine,
Je vous conseille de le mettre avec des vêtements foncés hein, évidemment, mais de toute façon je vous conseillerais quand même de faire un lavage à main. C'est rapide en fait, c'est pas si compliqué que ça à faire et ça sèche assez rapidement, ça s'essore aussi très facilement. Donc voilà comme petite indication sur ça. Et si jamais vous souhaitiez avoir des informations sur la manière dont on tricote ces bonnets, c'est la même c'est la même manière de procéder. Donc on commence par l'ouverture, pareil pour ce bonnet là, on commence par l'ouverture et ensuite on monte et on fait les réductions et on termine par le haut. Donc ici on finit par coudre les mailles de fin et ici eh bien, on réalise un petit high cord pour faire le petit pompon là sur la tête du béret. Voilà, vous retrouvez de toute façon toutes ces indications de façon gratuite et accessible sur Ravelry. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous souhaitez retrouver tous ces patrons. Je ne m'arrête pas là pour la partie tricot et notamment sur les petits projets puisque j'ai également acheté ces coloris là, toujours dans la même qualité. Donc c'est la laine toujours soft tweed. C'est vraiment un coup de cœur. J'avais prévu plusieurs coloris et je regrette pas du tout parce que je suis vraiment fan de cette qualité là. C'est très doux, c'est très chaud et j'ai vraiment l'impression d'offrir un beau cadeau aux personnes et donc ça me fait hyper plaisir. Donc j'ai choisi un marron cette fois-ci, donc ça c'est la teinte 05. Donc j'ai choisi celle-ci, c'est pour mon frère et c'est pour aller avec le bonnet beige de sa compagne. J'ai choisi des couleurs un peu différentes, je trouve que cette couleur ira bien à mon frère qui est plutôt blond, aux yeux verts et qui va avoir des petits reflets roux dans sa barbe. Donc je trouvais que cette couleur irait très bien avec lui. Et je pense partir sur un modèle un peu similaire à celui-ci. Je sais pas encore lequel je vais choisir, j'hésite encore, mais en gros je vais partir sur un modèle similaire, toujours pour avoir le rappel de la petite étoile sur le dessus du chapeau, mais je vais le faire beaucoup plus profond pour qu'il y ait un revers plus grand, parce que ça conviendra pas du tout à mon frère, il le portera pas, je sais que c'est pas du tout son style. Donc voilà, il faut encore que je trouve le patron, j'en ai trouvé plusieurs sur Ravelry, donc je vais en piocher un dans les jours qui viennent. Et puis là j'ai trois pelotes dont j'adore la référence, c'est Noir Corbeau, j'adore, et ça c'est une laine que je mets de côté pour mon compagnon pour lui tricoter des mitaines et un bonnet. Donc je pense partir sur le bonnet de pêcheur pour mon compagnon, mais comme je vous ai dit avec les petits ajustements, les petits centimètres en plus. Et il faut que je trouve encore un patron pour faire les mitaines. J'ai du mal à en trouver, j'en ai trouvé plusieurs sur Ravelry mais ils sont plus disponibles, donc je vais essayer de trouver un patron de gants avec des doigts classiques et puis je diminuerai tout simplement les doigts et j'irai pas jusqu'au bout. Voilà, donc je ne sais pas si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez qu'il avait laissé un commentaire sur un de mes podcasts en disant qu'il rêvait, qu'il attendait avec impatience de voir une vidéo sortir, je tricote des mitaines pour mon compagnon, donc peut-être que je ferai une vidéo spéciale pour lui faire plaisir. En tout cas j'ai hâte et je trouve que c'est une très belle laine. Ce que je ne vous ai pas dit sur cette laine, c'est qu'elle est un peu chinée, donc sur toutes les couleurs que je vous ai montrées, il y a toujours des petites je sais pas, des petites taches de couleur, gris, marron, noir, blanc, beige, qui viennent un petit peu ponctuer le fil de laine et je trouve que ça donne un détail, un super beau détail à la laine. Donc voilà, vous l'aurez compris, pour moi c'est un coup de cœur cette qualité de laine et j'en suis qu'à mes débuts en tricot, je découvre, c'est-à-dire que je tricote depuis longtemps, depuis que je suis toute petite, mais je n'avais jamais concrétisé des projets avec le tricot quand j'étais plus jeune. Donc c'est vraiment il y a 2-3 ans quand je me suis remise à la couture et au tricot que j'ai commencé à me coudre mes premiers gilets, que j'ai reconnecté avec le tricot. Et j'ai l'impression d'avoir énormément de choses à découvrir, que ce soit sur les laines, sur les qualités de laine, sur les coloris, sur les laines qui vont se détendre ou les laines qui vont plutôt rétrécir, les laines qui vont être fluides, etc. J'ai vu dans certains podcasts des qualités de laine qui me tentaient énormément, notamment je crois que c'était Calideo ou Calileo ou quelque chose comme ça, une laine assez fluide et brillante et qui me fait de l'œil pour ce printemps. Donc je vous en reparlerai, mais voilà, ça y est, je crois que je commence à être une vraie passionnée de tricot en fait. Je dirais pas que j'irai jusqu'à lire des tonnes de documentation sur le sujet, j'aime vraiment faire et me confronter à la matière directement, faire mes petites expériences sur le moment, mais
Voilà, c'est vraiment un passe-temps que j'aime, que j'apprécie et je dois dire que voilà, cette laine me plaît énormément, c'est un vrai coup de cœur. Bon, j'ai allumé une autre lumière parce que ça y est, là on commence à rentrer dans l'hiver tout doucement et il commence à faire nuit assez tôt, donc là on est encore en milieu d'après-midi, mais ça y est, je sens que la luminosité commence à tomber un petit peu, donc j'ai allumé notre lumière et d'ailleurs je préfère, c'est beaucoup plus chaleureux et je préfère vous recevoir dans ces conditions. Voilà, donc c'est tout pour la partie tricot laine, mais par contre vous savez que depuis cet été je me suis mise au crochet et que donc j'inclus la partie crochet dans la partie tricot. Du coup j'ai bien avancé sur le crochet sur le projet en crochet que j'avais cet été. Il est un petit peu en pause là depuis quelques temps, mais je vais le terminer bien évidemment. Donc je vous montre ça. Donc il est toujours dans mon petit sac à projet que j'ai fait au printemps dernier avec un petit patchwork de tous les tissus que j'ai cousus jusqu'à présent. Et donc c'est vrai que peut-être aussi je l'ai mis un petit peu en pause parce que vraiment ça correspond pas à la saison de tricoter, de crocheter du raffia actuellement. En plus le sac à projet il est plutôt dans des couleurs que je trouve printanières. Donc peut-être que c'est aussi pour ça que je m'en suis un petit peu éloignée, j'ai eu d'autres projets à faire, mais je suis quand même contente de vous montrer parce que j'ai vraiment appris quelque chose là dont je me pensais pas forcément capable en fait. Donc je vais vous montrer. Alors voici l'avancée de mon projet en crochet. Donc c'est du raffia du coup travaillé au crochet. Donc là j'ai la fin de mon rang. L'avantage c'est qu'au moins ça ne se perd pas puisque c'est pas une matière qui glisse facilement. J'ai juste un petit repère, donc c'est une petite perle marqueur que j'avais fabriquée au Noël dernier justement. Donc vous voyez qu'on a bien le fond du panier que j'ai bien monté donc en hauteur. Il me reste encore plusieurs rangs à faire avant de pouvoir faire les bandes pour les anses. Donc voilà, le projet a bien avancé. J'avais choisi pour ça, en fait tout ce que vous voyez ici, ce qui peut faire perdre un petit peu de la visibilité sur le projet, c'est la fin des fils puisque j'avais choisi pour ce projet d'utiliser du raffia de jardinage, donc du raffia pas très cher, parce que j'avais peur de ne pas réussir et je voulais pas investir trop cher dans du raffia de qualité, etc. Et finalement quand je me rends compte du résultat, je me dis que c'est un petit peu bête parce que là on a un résultat un peu aléatoire. Comme je disais que j'accepte totalement puisque le raffia est aléatoire et donc ça donne un effet aléatoire, en tout cas irrégulier. Mais non seulement déjà je vais avoir beaucoup de travail à faire pour rentrer tous ces fils, mais en plus je pense que du coup ça rend moins le côté propre du projet en fait, du fait que le raffia est très irrégulier. Et là en fait ce qui m'a stoppé également dans ce projet c'est que j'arrive à la fin de mon stock de raffia et finalement du coup il me reste plus que des tout petits filaments. Et donc il y a une bonne partie de cette masse de raffia que j'avais au départ qui maintenant est quasiment plus utilisable. Il faut vraiment que j'utilise les fils deux par deux, mais ça transforme un peu l'esthétisme du fil. Donc je suis en train de me dire au final que je vais devoir en racheter un pour pouvoir terminer ce projet. J'ai toujours ce problème là de manque de fil, je vois pas assez large en fait. Et du coup voilà, je me dis c'est peut-être mieux quand même que j'en rachète un petit paquet, un petit fagot là pour le terminer. Au moins je serais contente du résultat plutôt que d'avoir un résultat de moins en moins bien à cause de la qualité du fil. Donc ce projet pour l'instant il est un peu en stand-by mais je pense que je le reprendrai assez prochainement. J'ai adoré faire ce projet. J'ai trouvé quand même que c'était assez brutal de faire du crochet avec du raffia dans le sens où ça glisse pas forcément. J'ai même eu des ampoules aux doigts ici à force de faire le mouvement. Je trouve que c'est pas forcément très évident mais je pense que c'est vraiment lié au raffia en lui-même. Et sinon je suis assez étonnée de voir à quel point je trouve que le crochet est une technique finalement assez facile et abordable. En tout cas pour le point là que je réalise, c'est que de la répétition. C'est vraiment que de la répétition. Donc une fois qu'on a compris les deux points principaux, en fait ça va tout seul quoi. Voilà où j'en suis pour ce projet et j'espère vous montrer le résultat prochainement ou en tout cas j'espère que je pourrai l'utiliser fièrement pour le printemps, pour le beau jour. Donc je vous ferai des petits looks également.
Donc vous voyez, ça c'est ce qu'il me reste, donc j'en ai quand même encore pas mal. D'ailleurs on peut voir les petits essais de spirale du départ que j'ai refait plusieurs fois au début pour bien comprendre, parce qu'à chaque fois je me trompais dans les comptes, etc. Donc voilà ce qui me reste, et vous voyez qu'il reste vraiment que des petits fils comme ça, pas très épais. Donc voilà, je pense que vous comprendrez très bien pourquoi je me dis qu'il faut que j'en rachète, parce qu'on est vraiment sur du tout petit fil. Donc ça va plutôt être galère, et j'ai quand même envie de prendre du plaisir pour le terminer. Et si jamais vous souhaitiez avoir la référence de ce panier que je suis en train de faire en crochet, eh bien ça venait de ce livre que l'on m'avait offert pour Noël. Pratiquement tous les modèles de paniers qui sont présentés et de sacs qui sont présentés dans ce livre sont beaux, et je pense que je ferai en sorte de presque tous les faire. Il n'y en a que quelques-uns que je n'aime pas, mais sinon ils sont tous très intéressants. Et le modèle que j'ai choisi de faire moi, c'est celui-ci. Et j'ai choisi de le faire parce qu'il était assez simple. J'aimais bien aussi le format plutôt petit du panier, qui suffit pour mettre des clés, un téléphone, un portefeuille et puis un livre, pourquoi pas, pour aller se balader. Et j'ai simplement choisi moi de ne pas faire la bande décorative ici avec les petites décos là qui sont rajoutées sur la bande. Moi je vais le faire sans, pour quelque chose de beaucoup plus sobre, de plus minimaliste. Mais c'est quand même un modèle que j'aime bien, que je trouve assez intéressant. Et pourquoi pas le faire tel quel à l'avenir. On verra. Voilà, en tout cas c'est un beau livre que je conseille. Moi je me suis quand même beaucoup aidée de YouTube pour apprendre à faire les points. Je pense que le livre est bien expliqué, mais rien ne vaut une vidéo, hein. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Et d'ailleurs j'ai créé deux playlists dans ma playlist YouTube, dans lequel je marque les astuces couture et les astuces tricot. Donc ce sont toutes les vidéos qui m'ont été utiles à un moment donné pour réaliser tel ou tel projet. Donc que ce soit pour poser une fermeture ou pour faire justement la spirale en magic loop, ou enfin voilà, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si jamais vous avez besoin de trouver une petite astuce couture ou tricot. Vous aurez peut-être une vidéo intéressante à voir. En tout cas moi elles m'ont beaucoup aidée pour réaliser mes projets. Voilà, c'est tout pour la partie tricot. Vous voyez qu'il y avait déjà pas mal de choses à rattraper, de choses à se raconter, de choses à se dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je fais en sorte de mettre le chapitrage des vidéos pour vous permettre d'aller à des sujets qui vous plaisent le plus. Donc n'hésitez pas à utiliser tout ça. Et puis normalement toutes les références de ce dont je parle, je les affiche à l'écran, où je le dis à voix haute, donc n'hésitez pas aussi à prendre des petites notes. Et sinon vous pouvez me retrouver sur Ravelry pour toute la partie tricot, c'est Atelier Néa Créa. Et puis vous pourrez y retrouver mes projets en cours, les projets que j'ai faits, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant, hein. Vous avez quasiment tout vu sur les vidéos. Et puis sinon j'ai mes petites sélections de patrons. Alors si vous voulez garder un petit peu le mystère de ce que je vais présenter à l'avenir, n'allez pas voir. Mais si jamais vous êtes curieux de savoir un petit peu ce qui m'intéresse, les projets qui ont capté un peu mon attention, vous pouvez toujours aller y faire un tour. Ce sera un grand plaisir aussi de vous retrouver là-bas. J'aime beaucoup d'ailleurs Ravelry. Au départ je trouvais que c'était une plateforme un peu vieille, pour tout vous dire, un peu vieillotte quoi, dans sa manière d'être agencée, etc. On peut vite, un peu comme sur Facebook, vous savez, on peut vite être un petit peu perdu par tous les éléments qu'il y a. Et en fait, plus on va dessus, plus on s'y habitue, plus on se familiarise avec les éléments. Et je trouve que c'est hyper pratique. Et moi, j'ai découvert de nombreux créateurs et créatrices via Ravelry. Et honnêtement, ça fait beaucoup de bien. En plus, j'aime beaucoup farfouiller. J'essaye de trouver des trucs qu'on voit pas beaucoup dans la sphère du tricot, parce que j'ai l'impression qu'il y a des grands mouvements comme ça, de vagues, de mode, où un modèle va être fait, refait, refait par toute la communauté, ce qui est aussi super, ça crée du lien entre nous, etc. Mais c'est vrai que moi c'est pas forcément la popularité d'un modèle qui va me pousser à le faire, c'est vraiment le côté esthétique de la pièce. Et donc voilà, j'ai mes propres petites orientations, mes propres petites envies, donc je vais plutôt être influencée par la découverte de nouvelles choses, plutôt que de voir, j'aurais pas spécialement envie de refaire ce que je vois partout. Voilà, je sais pas si cette réflexion sera utile ou pas, mais en tout cas c'est un peu comme ça que
je prépare un peu mes projets. J'ai une petite idée quand même de ce que j'aimerais rassembler dans ma garde-robe, des éléments qui me manquent. D'ailleurs vous l'avez vu dans ma vidéo capsule d'automne. J'ai une belle vision de ce qui me manque comme vêtements, de ce que j'aimerais incorporer et j'ai vraiment une recherche assez active, très régulière sur le style de vêtements que je recherche, les petits détails que j'aimerais apporter dans mes vêtements. Donc c'est ça qui guide mes choix et les projets que je vous présente ici. Et j'espère que du coup vous trouvez ça intéressant et que ça va vous inspirer peut-être à aller vers des modèles que je vous propose qui sont quasiment jamais vus sur internet. Alors comme je vous l'avais annoncé dans le dernier podcast, je me suis concentrée sur le retravail de la robe rouille que j'avais commencé il y a 2 ans pour justement avoir une belle robe de fête de fin d'année. Et je m'y étais pris 4 jours avant le réveillon de Noël et donc je n'avais pas réussi à la terminer à temps. Comme je vous l'avais dit également, j'avais fait beaucoup d'erreurs de débutante pour la découpe de cette robe notamment. Ce qui fait que pendant plusieurs années je l'avais mis de côté et voilà, je me suis décidée il y a quelques temps à me replonger dessus parce que le tissu, il y en avait 3 mètres, que c'était un beau tissu que j'aimais et donc que cette année j'avais envie d'avoir une belle robe pour les fêtes de fin d'année. Et à la fois une belle robe mais à la fois une robe que je pourrais porter en d'autres occasions. C'est pas vraiment une robe festive, une robe de fête. Elle peut s'adapter à plein de situations. Donc la robe, le modèle, je l'ai trouvé dans ce magazine là. Donc c'est Couture Actuelle, c'est le numéro 26. Et le modèle de la robe, c'est toujours le modèle rouille. Qui se présente comme ça avec un faux cache-cœur sur le décolleté, une petite fermeture invisible sur le côté de la robe et des manches 3/4. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire sur ce modèle là et c'est aussi une grande déception parce que je pense pas que je vais pouvoir aboutir ce projet à cause des erreurs que j'ai pu faire il y a 2 ans, que j'ai eu beaucoup de mal à rattraper bah, là les dernières semaines qui précèdent ce podcast. Parce qu'aujourd'hui il y a des erreurs qui sont irrattrapables et je me sens pas du tout à l'aise dedans, donc je pense que je vais la modifier. Donc je vais vous la montrer et je vous explique tout ça en détail. Alors voici la robe, a priori tout va bien. Elle est jolie, elle est assez longue et il y a vraiment du métrage, vous voyez, avec le bas de la robe. Donc actuellement, ni les bouts de bras sont terminés, ni les ourlets de la jupe sont terminés, ni la fermeture éclair n'est posée. Parce qu'en fait, je l'ai terminé de coudre ici hier et ça ne va absolument pas. D'ailleurs, vous pouvez le voir, ça boudine. Ça fait un effet un petit peu lune comme ça vers le bas parce qu'en fait j'ai tellement dû retravailler sur les marges de couture que ici il me manquait presque 2-3 cm de tissu. Donc on n'est plus du tout sur quelque chose qui marque la taille mais on est sur quelque chose qui vient sous la poitrine ou plutôt taille empire. J'aime pas du tout, ça ne me correspond pas du tout, je me sens pas du tout à l'aise et en plus ici ça baille affreusement. C'est pas beau du tout, donc c'est un vrai échec pour moi. D'autant plus que je l'ai cousu donc une première fois il y a 2 ans. Je l'ai décousu, je l'ai cousu une deuxième fois il y a pas longtemps pour me rendre compte que la manière dont j'avais fait la doublure n'était pas du tout adaptée. Parce que en fait ici au niveau de la couture des bras, donc là on le voit pas très bien mais là c'est plutôt joli, c'est plutôt propre. La première méthode de doublage de la robe que j'avais utilisée faisait totalement vriller les coutures. Ça n'allait pas du tout, c'était hyper gênant. Donc j'ai redécousu une deuxième fois la robe pour la recoudre une troisième fois pour me rendre compte qu'elle ne va pas du tout au niveau du devant. Donc c'est vraiment que la partie du devant qui ne va pas. Malheureusement, je n'ai plus du tout de tissu dans cette couleur pour pouvoir changer uniquement la partie de devant. C'est vraiment très frustrant puisque finalement à l'arrière, ça s'était bien passé, j'avais bien rattrapé le problème. Au niveau des bras, c'est vrai que j'avais perdu quelques centimètres ici, mais finalement ça allait. Et la jupe, elle, par contre la jupe est intacte, il n'y a pas de problème au niveau de la jupe. Donc voilà. Alors voilà ce qui s'est passé. Donc en fait, la première fois que j'ai découpé la robe,
J'avais donc surjeté pas mal les bords. C'était à l'époque où je pensais qu'il fallait tout surjeter. Aujourd'hui je ne fais plus du tout ça. D'ailleurs je n'utilise que très peu souvent la surjeteuse. Je commence vraiment à aimer et à apprécier la finition au point zigzag que je trouve, je sais pas, quelque chose d'authentique, moins industriel comme je le disais. Donc j'aime de plus en plus la finition au point zigzag, mais attention, je pense que c'est vraiment pas adapté pour certains textiles qui pourraient beaucoup s'effilocher. Là je pense que la surjeteuse reste quand même une finition plus jolie. Mais j'aime aussi beaucoup les coutures anglaises pour finir un vêtement, et j'aime aussi beaucoup le fait de ganser des coutures par exemple. Je trouve que ça peut être très joli aussi, et donc au final l'utilisation de la surjeteuse, voilà, je la réduis de plus en plus. Revenons-en à nos moutons concernant la doublure. Du coup, j'avais donc préparé ces premières presses une première fois, et je m'étais dit, quand j'avais imaginé la doubler cette robe, parce que je m'étais dit que je ne voulais rien porter en dessous, je voulais qu'elle soit suffisamment chaude pour un repas de fête, etc. Et en même temps, j'avais pas envie de m'embêter à devoir mettre un petit haut, un suppule, une sous-robe, etc. Ce qui du coup là n'est pas du tout le cas, parce que le décolleté est tellement mal ajusté finalement, puisque j'avais pas du tout retravaillé le décolleté quand j'ai fait la toile et la première découpe de la robe, puisqu'à l'époque je ne savais pas le faire. Quoi qu'il en soit, là, si je devais la porter, je devrais porter un petit haut en dessous pour avoir une petite dentelle décorative ici, parce que sinon c'est beaucoup trop décolleté. On voit en fait ici le soutien-gorge en fait, donc ça va pas du tout. Donc quoi qu'il en soit, en plus je suis obligée de porter quelque chose malgré le fait que je l'ai doublé. Donc vous voyez, c'est vraiment un projet très frustrant, parce que ça va pas du tout dans le sens que je voulais. Et c'est frustrant d'autant plus aussi que ça représente du métrage du tissu, et c'est ça qui est dommage en fait, c'est la notion un petit peu de gaspillage, ce qui me met un peu mal à l'aise en fait. Moi je couds vraiment des vêtements pour les porter au quotidien et le plus souvent possible, en de nombreuses occasions, donc voilà. Donc pour en revenir à la robe, j'espère que je ne vais pas vous perdre dans toutes ces explications. J'avais commencé à faire donc le doublage de cette robe, et j'avais fait donc la première couture d'un haut et la deuxième couture du haut, et ensuite j'ai simplement emboîté les deux hauts. Sauf que le problème en faisant ça, c'est que certes à l'intérieur du coup les finitions sont nickel puisqu'il n'y a aucune couture apparente, mais par contre le haut, comme il est en un seul morceau au niveau des bras, vous voyez, on n'a pas du tout de couture ici au niveau des bras, et bien du coup ça fait que le haut à l'intérieur bougeait tout le temps, et ça tirait au niveau des coutures en fait, puisque les coutures se décalaient tout le temps. Donc je ne sais pas s'il aurait fallu que je fasse des points tout le long pour que les coutures restent en place, mais la deuxième erreur que j'avais faite, c'était que j'avais coupé la doublure sans les marges de couture. Et ça, c'est une vraie erreur qui est très difficile à rattraper derrière, puisque du coup là j'ai essayé de refaire la robe en m'alignant sur la couture de la doublure, et donc automatiquement j'ai réduit un peu le vêtement, ce qui fait que je pense au final qu'il me va, parce que j'avais peut-être prévu 1 cm ou 2 de trop, mais au niveau des bras c'est un peu serré par exemple. Donc vous voyez que j'ai réussi à rattraper, mais en fait ça fonctionne pas. Et du coup j'ai redécousu cette doublure, et j'ai vraiment cousu ensuite donc le devant avec un côté intérieur, un côté extérieur, pareil sur l'autre côté. Ensuite j'ai cousu le dos, et là j'ai fait comme si c'était donc un bout de tissu et pas deux tissus cousus ensemble. J'ai vraiment fait comme si c'était un seul tissu, et j'ai cousu. Donc ce qui fait que maintenant j'ai donc des coutures au niveau de la manche par exemple ici. Là donc on a la manche, et donc au niveau de l'intérieur, eh bien donc j'ai une couture sur le dessus. Alors certes il y a la couture, du coup on n'est pas sur quelque chose d'invisible, mais par contre on est beaucoup mieux au niveau de la manière dont le tissu se porte et se tient, puisque là les coutures sont vraiment réunies entre elles et ça ne bouge pas, donc c'est beaucoup mieux. Mais je pense que c'était une difficulté d'imaginer ce haut doublé intégralement, du fait qu'il n'y ait pas de couture manche, parce que quand on double le haut d'une robe et qu'on a des manches à ajouter, voilà, c'est plus facile, on a juste à faire le devant, le derrière, et puis voilà. Là il y a vraiment donc ces manches qui empêchent d'avoir une doublure simple sur le devant quoi. Donc il faut vraiment considérer que les manches vont être doublées également. Donc
j'étais quand même réussi à faire des belles finitions, j'en étais quand même contente et je trouvais que le résultat était pas mal. Mais c'est vraiment ici, comme je vous le disais, où la partie s'est vraiment gâtée du fait qu'il me manquait ces 3 centimètres. Je sais pas, ça a bougé, il n'y a plus rien qui correspondait, le tissu est très fuyant. Je ne sais plus ce que c'était comme tissu, mais vous voyez que c'est très fluide, très fuyant. Je pense que en coupant le tissu, j'ai accumulé plein d'erreurs. En enlevant les marges de couture, j'ai encore plus accumulé les erreurs. Donc j'ai passé beaucoup d'heures à essayer de reprendre mes erreurs. Déjà ça a été beaucoup d'heures pour se replonger dans le patron, dans la technique, repasser le tissu, retrouver les erreurs que j'avais faites, pourquoi j'avais bloqué, qu'est-ce qui m'avait bloqué à ce moment-là. Donc ça a été beaucoup de temps. Ensuite, la première couture qui finalement a été un échec, où j'ai dû tout découdre. Et j'inclus aussi le fait de découdre les surjets à la surjeteuse du coup, pour avoir la possibilité de retomber sur quelque chose de propre à l'intérieur. J'ai vraiment tout redécousu. Le tissu a pas mal souffert aussi, puisqu'il y a pas mal d'endroits où finalement il y a eu des petits traits comme ça, des fils tirés. Donc le tissu a souffert pendant tout ce travail. Moi aussi j'ai souffert, parce que ça a été un casse-tête d'essayer de résoudre les problèmes. Et par contre ça a été un plaisir d'essayer de faire de mon mieux pour en faire quelque chose de bien. J'avais vraiment pas envie d'abandonner ce projet. Et en plus j'avais la perspective de me dire que j'allais enfin avoir une nouvelle robe pour les fêtes de fin d'année, donc j'étais contente. Mais là, au vu du résultat global par rapport à ce décolleté qui baille, qui est trop plongeant et qui en plus fait une taille empire dans laquelle je suis pas du tout à l'aise, eh bien je vais prendre la décision de découdre le haut et uniquement me recentrer sur le fait de me faire une jupe. Donc une longue jupe un peu midi. Et puis je mettrai quand même donc la fermeture sur le côté. Je vais refaire une belle bande, de ceinture pour pouvoir la porter en jupe. Et puis malheureusement voilà, je vais tailler la bande dans le dos je pense. Dans le dos j'aurai suffisamment de place pour faire une bande pour la ceinture. Et je laisse tomber le haut. Et voilà, du coup ça va se transformer en jupe. Ce qui peut être aussi pas mal et me donner l'occasion de plutôt envisager une tenue jupe chemisier avec un chemisier un petit peu plus qui aurait un peu plus de panache et de personnalité. Comme je le disais sur Instagram, cette année pour les fêtes de fin d'année, j'aurais bien envie de quelque chose un petit peu plus audacieux et un petit peu plus fun. Donc on verra, voilà, c'est peut-être une mauvaise expérience, en tout cas un échec qui peut se transformer en quelque chose de bien. Donc oui, je verrais bien une jupe très sage et plutôt discrète, avec un haut un petit peu plus travaillé, avec des manches un petit peu plus larges ou un col un petit peu plus théâtral ou je sais pas, quelque chose comme ça. Donc voilà, voilà où j'en suis sur ce projet qui du coup n'est pas du tout terminé, que je vais essayer de transformer justement pour ne pas perdre la totalité du tissu. Parce qu'au final, dans le haut, il doit bien y avoir 2 mètres de tissu. Donc c'est toujours un petit peu agaçant de perdre de la matière pour des erreurs quoi. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend aussi, donc voilà, il fallait bien que je tente de la terminer. Je me rends compte que ce n'est pas possible de la terminer de la manière dont je voulais, donc il faut trouver une autre solution. Et je pense que la solution de la jupe sera la plus simple, la plus rapide, et que ça me permettra du coup d'avoir peut-être un peu de temps pour coudre un haut et vous montrer le résultat final dans les semaines à venir. Voilà pour la partie couture, je vous avais dit que j'avais envie de ralentir sur les projets, d'être un petit peu moins éparpillée, de me recentrer sur des objectifs plus précis et de terminer les projets que j'ai commencés. Parce que j'avais essayé la méthode un peu plus couture rapide où on découpe plusieurs patrons et ensuite on coupe plusieurs patrons, etc. Et en fait moi ça m'a pas du tout convenu, j'avais l'impression d'être très éparpillée, j'avais l'impression de faire tout et rien en même temps et j'accumulais les problèmes et tout, donc j'ai préféré me recentrer sur ce projet. Et vous voyez que j'ai encore du travail dessus, donc je pense que j'ai bien fait de me concentrer là-dessus et de m'y consacrer du temps, mais vraiment. C'est-à-dire que les peu de moments que j'avais pour coudre, eh bien, je les ai consacrés à ce projet. Et finalement, j'ai pas mal évolué parce que j'ai beaucoup appris de mes erreurs. C'est des choses que je pense que je ne referai pas sur d'autres projets.
dont je ferai très attention, les marges de couture, le système de doublage, etc. J'ai vu différentes options, donc j'ai beaucoup appris, donc je regrette pas. Mais voilà, je suis contente aussi d'avoir juste eu ce projet en vue et de me dire voilà, je fais tout pour le terminer, j'avance sur ce projet et je commence rien d'autre. Pourtant, il y a plein de choses que j'aimerais faire à côté, hein. Je vous avais parlé de mes petits pyjamas d'automne-hiver et puis de mon besoin en chemisier. Donc voilà, j'ai des projets à faire, mais je reste sur cette optique d'y aller progressivement et de faire projet après projet. Alors du coup je vais terminer ce podcast sur des tout petits projets couture que j'ai eus et sur des petites envies que j'ai pour le futur avec des petites nouveautés. J'aime bien, comme je vous l'ai dit, avoir des petits projets comme ça qui vont ponctuer mes travaux. J'ai un gros projet tricot, donc je vais faire des petits trucs à côté. J'ai un gros projet couture, alors je vais faire des petits projets couture à côté. Et souvent ça va être autour de la maison, des petits sachets senteurs, des trucs comme ça pour les armoires, les placards, etc. Et donc là j'ai pris le temps de faire quelque chose de très simple, hein, c'est vraiment tout bête. C'est des petits sachets senteurs à la lavande et cette fois-ci c'était prévu pour mon compagnon pour mettre dans ses gants de boxe. Parce qu'il se plaignait qu'il y ait de mauvaises odeurs dans ses gants de boxe, donc il a fini par trouver une manière pour les nettoyer, mais n'empêche que ça fait quand même, c'est quand même agréable d'avoir du coup cette sensation de fraîcheur quand on les met. Donc j'avais fait ce petit format spécial pour glisser dans le gant de boxe et j'ai simplement pris un petit bout de tissu que j'avais, un petit bout de tissu blanc et j'ai fait du point de croix, donc j'ai mis ses initiales. C'est tout bête mais je trouve que ça fait vraiment... voilà, c'est sobre, c'est masculin en ayant la petite touche de féminité réconfortante, je pense, pour un homme. Donc je suis restée sur quelque chose de simple et de sobre, de minimaliste, parce que c'est un homme et que j'avais pas envie de l'encombrer de toutes mes fioritures, de broderies, de choses, etc. Et voilà, c'est tout simple, c'est tout bête, c'est tout petit, c'est rapide, mais voilà, c'est un petit projet que j'ai aimé faire. C'est toujours une petite attention sympathique. Et alors, donc là je vous le montre dans mes gants de boxe à moi parce que les siens sont au lavage. Et donc en fait vous voyez, vous mettez tout simplement donc cette petite chose qui sent divinement bon la lavande à l'intérieur et du coup à l'intérieur du gant de boxe et bien du coup ça sent bon. Donc moi j'en ai pas besoin parce que je fais pas des séances déjà régulièrement, ça fait un petit moment d'ailleurs que j'en ai pas fait. Et en plus je transpire, enfin c'est pas le même type de séance, je transpire pas de la même façon, etc. Donc voilà, on les met dedans et puis après du coup on les retire et je veux dire ça désodorise vraiment bien l'intérieur du gant. Donc voilà. Ça peut peut-être vous choquer que je vous parle de boxe et que j'ai mes propres gants de boxe, mais en fait c'est mon compagnon qui me les avait offerts pour me faire des petites initiations à la boxe et sachez que c'est hyper intéressant pour une femme de s'initier à la boxe. J'ai de très bons souvenirs des petits entraînements qu'il m'a fait. Déjà parce que ça permet de se défouler, d'expulser quand même une certaine rage par moment, une certaine colère ou tout simplement, juste simplement le plaisir de se dépenser, de taper fort ou de pouvoir taper vite, etc. On comprend mieux aussi la manière dont son corps est fait, la musculature de son corps, comment est-ce qu'on doit accompagner les mouvements avec sa musculature. C'est hyper intéressant au niveau sportif hein, de toute façon. Et puis pour une femme je trouve que ça renforce et que ça donne confiance et que c'est hyper intéressant justement de se relier aussi à son énergie masculine et de ne pas simplement se complaire dans son énergie féminine dont on doit prendre extrêmement soin et dont on ne mesure pas encore l'importance de cette énergie je pense de nos jours. Mais voilà. Une autre petite couture pour la maison, en tout cas plutôt pour les voyages et quand je pars en déplacement professionnel, ce qui m'arrive assez régulièrement, notamment dans le cadre de mon travail en tant qu'enseignante où je transmets mon savoir-faire de fileuse de perles de verre, donc de travail du verre au chalumeau. Je pars assez régulièrement pour donner des stages et j'ai envie d'améliorer un petit peu ma manière de voyager, c'est-à-dire que j'ai mes petites habitudes. D'ailleurs je vous ai tourné le passage où je fais ma valise pour un déplacement professionnel en Bretagne de plusieurs jours et je vous ai montré comment j'ai fait ma valise parce que justement je me suis cousu des petits pochons de voyage pour ranger certaines choses dans ma valise. Donc avec du tissu que j'avais, vous le connaissez, j'avais fait des têtes de coussins pour le canapé dans ce tissu. J'avais aussi une robe qui normalement devrait arriver pour ce printemps dans ce tissu. Et donc il m'en reste pas mal.
Et du coup je me suis dit que j'allais me faire des pochons pour pouvoir voyager. Donc j'ai fait 3 formats, j'ai fait un peu au pif honnêtement pour les dimensions, j'ai pas trop regardé ce qui se faisait dans le commerce. Je me suis fait déjà un très très grand pochon, c'est tout simple et c'est tout bête. Je me suis fait un grand pochon pour pouvoir mettre mon linge sale quand je pars en voyage, c'est-à-dire qu'en général on va avoir donc nos vêtements bien pliés dans la valise et puis après eh bien on a donc les jours qui passent et on a des vêtements sales qui s'entassent, et je pense notamment à la lingerie, etc. Donc moi j'aime vraiment bien avoir un sac spécial pour pouvoir le mettre à l'intérieur, et comme ça reste bien aussi compact dans la valise, ça se disperse pas partout, ça se mélange pas avec les vêtements propres et ça reste joli et discret si jamais on veut le laisser dans sa chambre. On sait jamais si on est hébergé par exemple, voilà, on n'a peut-être pas envie que toutes nos affaires traînent partout. Donc voilà, tout simplement j'ai fait donc 2 rectangles que j'ai cousus en haut en bas, et pour le haut par contre j'ai fait donc un rabat dans lequel ensuite j'ai fait une boutonnière et ensuite j'ai fait passer les fils. Alors je referai pas du tout ce système si je devais me refaire des pochons, parce qu'en fait d'ailleurs j'en ai craqué un le jour même où j'ai commencé à l'utiliser, c'est le format moyen que j'ai fait. Celui-ci c'était plus pour mettre mes sous-vêtements, puisque du coup je partais que pour quelques jours, donc j'avais pas besoin de mettre beaucoup de sous-vêtements. Donc j'avais celui-ci et en fait en tirant comme ça pour fermer, eh bien j'ai craqué la boutonnière. Donc j'ai vu une autre méthode de fabrication des pochons de voyage avec plutôt des ouvertures sur le côté, et on met un fil dans un sens comme ça et un fil dans l'autre sens, et on va tirer les 2 fils de chaque côté, ce qui fait qu'en fait ça va réduire le pochon de cette manière. Donc je pense que si jamais je devais refaire des pochons comme ça, je referais avec cette technique là, qui est peut-être un petit peu plus travaillée parce qu'il faut faire une sorte de gouttière pour passer les cordons. Mais au moins il n'y aura pas ce problème où justement ça se déchire, parce que malgré tout voilà, ça doit être un objet utilitaire facile à utiliser au quotidien. Donc si à chaque fois il faut prendre le temps de bien serrer tranquillement pour pas déchirer son tissu, c'est un petit peu ennuyeux. Donc voilà, donc ça c'était, donc le gros format c'était pour les vêtements sales, donc il était plié dans la valise. Ensuite le format moyen c'était pour les sous-vêtements, comme ça traîne pas partout dans la valise si jamais il y a un problème et tout, tous les sous-vêtements ne sont pas éparpillés partout. Et j'avais aussi ce petit format, donc moi celui-là je l'ai utilisé pour les médicaments, ça peut être aussi pour les protections menstruelles, ce genre de choses. Ça peut être en fait pour tout ce que vous voulez pas voir se balader dans votre valise en fait. Donc j'ai fait un petit format qui était peut-être un peu trop petit, parce que moi je prends des compléments alimentaires et les boîtes sont assez grosses et j'ai pas forcément des doses à l'unité en fait jour par jour. C'est des grosses boîtes en fait de poudre, donc si vous voulez en fait c'est pas facile à transporter là-dedans. Mais pour les petits médicaments que je prends toujours en secours, j'ai toujours un truc de secours sur moi comme du Doliprane, enfin tous les médicaments de secours que je n'utilise très peu au quotidien mais qui peuvent être très utiles pendant un voyage, et bien par exemple justement je vais le mettre dans cette petite pochette. Voilà, donc ça c'était vraiment la petite couture utile et plaisir, et d'ailleurs je vous en reparlerai dans un prochain vlog, puisque j'ai fait une vidéo sur ma valise et je voulais vous montrer un peu comment je préparais mes vêtements, comment je les ai rangés dans ma valise. J'aime bien faire ça, j'aime bien voir ça, et j'ai envie de m'améliorer aussi là-dessus pour être à chaque fois plus prête à partir en voyage rapidement, et en même temps sur le moment ne pas avoir à réfléchir et surtout ne pas avoir à emporter des vêtements inutiles en voyage. Je trouve que c'est toujours très intéressant, donc j'espère que vous aurez hâte de voir ce petit vlog dans lequel je vous parlerai de tout ça. J'ai aussi beaucoup de plaisir à emporter certains objets avec moi quand je voyage, donc voilà, j'avais envie de parler de ça dans cette vidéo, donc qui sortira certainement prochainement. Voilà, pour la partie couture c'est terminé, et je vais maintenant prendre un petit peu de temps pour vous parler des nouveautés. Concernant les nouveautés, alors je ne sais pas si vous avez pu vous offrir plein de choses pour l'automne et l'hiver. Moi je trouve que l'automne passe beaucoup trop vite, et l'hiver en général c'est une période assez chargée, puisque en tout cas le début de l'hiver, puisqu'elle est faite de fin d'année, donc c'est pas pour moi une période qui est très propice aux achats pour tout ce qui va être justement couture et tricot, etc. Parce que j'ai la tête ailleurs, je pense comme beaucoup de personnes d'entre nous.
Et je me souviens d'une amie qui m'avait dit qu'elle achetait ses tissus une fois par an pour tous ses projets de l'année. Et ce qui lui permettait en fait d'avoir tout au long de l'année comme ça ses projets sur l'année. Je trouve que c'est une excellente idée et qui pourrait peut-être bien fonctionner pour moi. J'ai vraiment besoin d'avoir ce qu'il me faut quand j'en ai besoin. Et je me dis que ça pourrait être pas mal de prévoir pour l'année prochaine justement des tissus en avance pour le printemps, pour l'automne et l'hiver, puisque ce sont des saisons en général qui passent un peu à la trappe chez moi en termes d'achat de vêtements, parce qu'il y a d'autres choses à faire à ce moment-là, des cadeaux à faire, des repas à prévoir, des aménagements dans la maison, des choses comme ça. Donc je me dis que peut-être que je prévoirais peut-être un petit peu à l'avance mes tissus pour l'automne et l'hiver, de manière à ne pas avoir à faire d'achat à ce moment-là et à être tranquille tout en ayant tous mes projets. Donc on verra. En attendant, là on rentre dans la période de l'hiver. L'année dernière je vous avais fait un vlogmas par semaine jusqu'au jour de... jusqu'à Noël en fait, jusqu'au réveillon. Donc ça m'avait beaucoup plu, j'avais aimé partager mes petits trucs plaisir pendant Noël, les petits cadeaux, les petits achats, les recettes aussi, ça m'avait beaucoup plu. Je pense que beaucoup d'entre vous avaient apprécié aussi ces moments. Si vous souhaitez que je recommence cette année, n'hésitez pas à me le faire savoir également. Du coup là je me replonge progressivement dans la petite ambiance de Noël. D'ailleurs on a commencé à mettre des petites décorations de Noël, ça fait du bien. Et cette année, j'avais comme projet couture pour la maison et pour l'ambiance de Noël, etc. Et surtout Yule, qui chez moi est très important. J'avais envie de faire un calendrier de l'Avent familial, le genre de calendrier qu'on ressort tous les ans, un peu comme une tradition, quoi. C'est comme le sapin, comme les boules de Noël, c'est quelque chose qu'on aime ressortir. Et surtout, en fait, pouvoir mettre des surprises à l'intérieur du calendrier de l'Avent, un petit peu plus personnalisé et peut-être qu'il y aurait un petit peu plus de sens avec des vrais chocolats, des bons chocolats et pas les petits chocolats trop sucrés et trop gras qu'on peut trouver dans les calendriers. Alors je sais que pour certains ça va être un petit peu sacrilège de dire ça. Moi aussi j'ai grandi avec ces calendriers de l'Avent en carton dans lesquels il y avait des tout petits carrés de chocolat, etc. Mais dernièrement quand je suis allée dans les supermarchés pour voir ce genre d'objets, en fait je trouve que l'esprit a changé au fil des années. Par exemple, on va avoir des marques de certains chocolats qui font leur propre calendrier et du coup, c'est des chocolats avec des formes différentes mais c'est toujours le même chocolat. Enfin, je sais pas, il y a un petit côté, je trouve, qui a un peu perdu sa magie pour moi et j'aimerais plutôt faire quelque chose qui va rapporter cette magie. Alors c'est sûr que le souvenir sera pas pareil pour le fils de mon compagnon du coup, qui lui aussi a l'habitude d'avoir ce petit calendrier à ouvrir avec des petites boîtes à ouvrir comme ça. Je sais que c'est hyper sentimental, c'est voilà. Mais je me dis que c'est aussi à moi de réinstaurer mes propres traditions, ce qui est plus en accord avec ma façon de penser aujourd'hui, ce que j'ai envie de voir pour l'avenir, etc. Donc voilà, je reste sur cette idée d'avoir un calendrier de l'Avent maison. Et j'en ai parlé un petit peu avec mon compagnon qui aime beaucoup l'idée que j'avais. Donc moi j'aimerais partir sur une idée de fanion, comme un drapeau un peu que l'on va accrocher au mur juste pour la période de l'Avent et faire des petits cônes dans lesquels on mettrait en fait ensuite plein de petites surprises, de petits chocolats par jour. Donc il faudrait que les cônes soient assez gros pour pouvoir accueillir plusieurs petites surprises à se partager entre nous. Et puis j'avais envie de rajouter aussi peut-être quelque chose un peu sous forme de patchwork ou avec des rubans un peu en velours et des petites clochettes. Enfin voilà, j'ai un peu une idée comme ça de choses que j'aimerais faire. Du coup j'ai des petites sources d'inspiration que je vous partage avec plaisir, peut-être qu'elles vous inspireront aussi. Alors moi je suis dans un choix de coloris très traditionnel, c'est rouge et or principalement. C'est vraiment des couleurs que j'aime, que je trouve chaleureuses, que je trouve réconfortantes à voir chaque année. Et le vert évidemment qui est très présent, que ce soit dans le sapin, le hou, le gui, etc. D'ailleurs j'ai hâte de pouvoir changer le gui chez nous puisque l'année dernière on a cueilli du gui et il nous a accompagnés toute l'année et du coup là j'aimerais bien le renouveler. D'ailleurs à ce propos du coup dans les nouveautés, c'est ma mère qui m'a donné un petit ruban doré comme ça donc je pense que je l'utiliserai pour attacher le gui et le suspendre à l'emplacement. Sinon quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a donné du coup une grande plaque de watts comme ça pour pouvoir faire le côté un peu molletonné
du calendrier de l'Avent. Vas-y chérie. Et donc pour le fond, j'ai vraiment envie d'avoir un petit côté... En fait, vous savez, voilà, j'ai un peu envie de ce côté chambre... comment on appelle ça? La salle commune de Gryffondor, en fait, dans Harry Potter. C'est vraiment l'ambiance que j'adore avec les tapisseries à la licorne sur les murs. Voilà, il y a un petit côté château médiéval, la cheminée et tout. Moi, je suis en appartement. Et je n'ai pas ce plaisir d'être dans une petite maison pour Noël là, avec un poêle, avec une cheminée. C'est un environnement très moderne, très, voilà, les murs sont lisses, ils sont blancs, etc. Donc voilà, moi mon but dans la vie c'est d'avoir un petit cottage, une petite maison voilà, à la campagne. Et du coup j'ai besoin pour les fêtes notamment de rassembler autour de moi des éléments qui rappellent en fait ce côté un peu authentique de la maison familiale. Voilà, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'adore. Donc je vais faire un truc un peu inspiré du patchwork, mais je vais pas faire le patchwork traditionnel avec les tissus de Noël et tout. Je voudrais vraiment trouver des tissus simples mais qui traversent le temps toujours. Donc ma mère m'a donné pas mal de petites choses pour m'aider à faire mes petites créations de Noël. Comme c'est une passionnée de broderie, ma mère est une grande brodeuse, franchement ce qu'elle fait c'est très beau. D'ailleurs elle m'a montré toutes les broderies qu'elle a faites depuis qu'elle brode et je crois que ça remonte à 2000-2008. Sa première broderie ça devait être dans les années 2007-2008. Elle a énormément de broderies et d'ailleurs je me suis dit qu'il y en avait tellement et que c'était tellement beau que je vous ferai peut-être une vidéo pour vous partager ces belles broderies. Ma mère est fan de broderies au point de croix et notamment des monochromes et elle utilise souvent de la toile naturelle, un peu beige avec souvent, donc elle va utiliser du rouge et du bordeaux. Donc là c'est le 498 de chez DMC, donc elle m'en a donné deux. Pour moi c'est vraiment le rouge idéal parce qu'il n'est pas trop vif et il n'est pas trop sombre non plus. Donc j'aime beaucoup. Alors là vous voyez que ce sont les mêmes, ils sont un petit peu... il y a même celui-ci, il est peut-être un peu plus clair que l'autre mais c'est vraiment la même référence. Donc ça doit dépendre aussi des bains de teinture. Mais donc elle fait énormément de broderies en monochrome comme ça. Elle va aussi beaucoup utiliser le vert, le bleu et le écru aussi. D'ailleurs elle m'a donné du écru et du blanc. Et elle m'a donné aussi également du doré pour ajouter un petit peu de paillettes et de l'esprit festif justement à mes broderies. Donc là c'est le E677. Donc je la remercie beaucoup de me donner à chaque fois des petites choses. Elle m'a donné également aussi un sachet avec des petites épingles à linge. Je ne sais pas si je vais l'utiliser encore pour accrocher mes cônes mais on verra. Et elle m'a donné également des aiguilles à broder. Je ne savais même pas que pour broder il fallait avoir des aiguilles spécifiques. Donc là elle m'a donné des aiguilles DMC, c'est le numéro 28. A priori c'est plutôt du 26 ou du 27 qu'il faut avoir mais elle n'en trouve jamais. Donc elle m'a donné le 28. Et la différence, ce que je peux vous dire avec les aiguilles à couture classique, c'est qu'elles ont un chat beaucoup plus allongé qui du coup est certainement plus adapté à la broderie. Voilà, donc j'ai hâte de me lancer dans ce projet qui va certainement me prendre aussi plusieurs années. C'est vrai que moi ça c'est quelque chose que j'aime bien, c'est de me dire je me lance sur un projet qui va peut-être prendre plusieurs mois, plusieurs années, mais c'est un projet que j'aurai du plaisir à retrouver tous les hivers pendant plusieurs années justement parce que je vais le continuer. D'ailleurs j'avais suivi l'aventure d'une fille que j'aime beaucoup du blog de Bon Païen Blog qui a fait son calendrier de l'Avent avec des cônes uniquement. Donc elle a juste fait les cônes et elle les accroche à une corde en fait comme ça. Donc elle a 25 cônes remplis de petites surprises. Et sur chaque cône, elle a mis donc le numéro du jour et elle a brodé une tige de branche de sapin. Et donc il y en a un sur le 1, sur le 12 il y en a 12, donc à chaque fois elle répartit tout ça. C'est une super bonne idée pour voir la progression justement et voir le foisonnement qui revient, l'abondance qui revient. Je trouve ça hyper touchant. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup inspiré aussi pour cette idée de calendrier. Et justement ce calendrier elle l'a mis plusieurs années je crois pour le terminer. Et là elle l'a terminé donc elle était contente, je crois que c'est l'année dernière qu'elle l'avait terminé donc elle était contente d'avoir pu accrocher son calendrier entier
Et je trouve ça assez cool d'avoir cette persévérance sur plusieurs années, sur plusieurs saisons, pour terminer un tel projet qui va rester dans la famille pendant plusieurs années et dont les gens vont se le remémorer en fait, ça va vraiment devenir une tradition. Donc le même sentiment que moi je peux avoir avec le petit calendrier qu'on ouvre avec la petite porte, etc. Et ben finalement on va le recréer avec un autre calendrier, quoi. Il faut juste se le réapproprier. Donc voilà, c'est un petit peu mes projets de fin d'année. Et un autre projet pour les fêtes que j'aimerais faire, c'est donc 3 chaussettes à suspendre pour remplir ces chaussettes de surprise. Donc une pour moi, une pour le fils de mon compagnon et pour mon compagnon. Et j'aimerais du coup rester dans cette même thématique un petit peu patchwork de tissus anciens, voilà, des choses un peu dépareillées, ça me dérangerait pas. Donc ce sera vraiment en fonction des tissus que je vais avoir dans mon stock, des tissus que je vais trouver. Et c'est ça, je trouve aussi, qui est assez joli, c'est cette histoire qui s'écrit dans l'objet comme ça au fur et à mesure qu'on trouve des choses. Donc peut-être que je vais piquer des petites broderies à ma mère par exemple. Ce serait hyper joli ça, de faire un patchwork avec de temps en temps une petite broderie de choses et d'autres qu'elle ait pu faire, parce qu'elle en a tellement fait qu'elle n'utilise pas tout. Et donc voilà, j'y pense. Et d'ailleurs là je vois qu'il y a une broderie à elle, je vais vous la montrer. Ça c'est la broderie, je sais pas si ce sera à l'endroit quand vous allez le voir, je remettrai au pire une petite capture. C'est une petite broderie qu'elle avait faite, donc vous voyez c'est vraiment son style, du point de croix très très fin, très minutieux, parfois c'est juste à un fil. Et elle aime beaucoup tout ce qui va être sampleur, toutes les répétitions, les frises. Elle aime beaucoup aussi faire des petites broderies où il y a écrit par exemple amitié ou bon Noël ou bon réveillon ou amour, enfin voilà, des mots comme ça. Après souvent c'est des grilles américaines qu'elle trouve, donc du coup il y a des mots en anglais. Moi j'aime plus quand c'est écrit en français, je suis plus attachée à ça. Donc là il y a écrit bon Noël. Le problème c'est que il faut que je l'encadre. Et quand je l'ai repris cette année dans le carton des décorations, en fait il avait pris de l'humidité, donc j'ai dû le nettoyer. Et ce qui est dommage, c'est qu'elle avait fait ça sur une toile où il y avait des petites paillettes, et donc toutes les paillettes sont parties. Ce que je trouve dommage parce que c'était assez festif du coup pour les fêtes de fin d'année. Donc voici un petit exemplaire des broderies de ma mère, que j'adore, et elle a une patience infinie. Et voilà, je crois que je vais vraiment vous faire une vidéo sur ces broderies parce que ça vaut vraiment le coup. Et voilà, le podcast est terminé. Je crois que je vous ai parlé de tout ce que j'avais à vous dire à propos des projets terminés, des projets en cours, des projets à venir. Mon gros coup de cœur de ce podcast, c'est évidemment la laine Softweed que j'adore. Et je pense que vous allez en entendre parler un peu longtemps dans les mois à venir, dans les prochains podcasts. En tout cas, eh bien, j'espère que je vais réussir à me faire ma tenue pour les fêtes de fin d'année. Honnêtement, c'est mon challenge depuis des années et voilà, j'espère que je vais y arriver cette année. En tout cas, j'aurais envie de mettre une tenue un peu spéciale, donc peut-être mon plus beau gilet tricoté ou ma plus belle robe. On verra, moi j'aime bien quand même pour chaque occasion avoir une tenue un peu spéciale. Je trouve que ça coupe avec le quotidien, ça fait du bien. Donc si on ne se revoit pas d'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes, un bon Noël, un bon jour de l'an. Mais je vais essayer de venir vous revoir avec des vlogmas, pourquoi pas, d'ici là. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode et pour de nouvelles aventures créatives.